Je vais vous montrer comment et pourquoi on vous a menti pendant des décennies à propos du Sasquatch et de bien d'autres choses. En 1909, la Smithsonian Institution aurait découvert une citadelle taillée dans les parois du Grand Canyon. Selon le rapport, elle était remplie d'urnes en cuivre, de momies et d'artefacts qui semblaient égyptiens, mais il se trouvait dans une grotte en Arizona. Elle était assez grande pour accueillir 50 000 personnes, mais aujourd'hui, cette caverne n'existe plus. Du moins, pas officiellement. En 1936, le service des parcs nationaux a incendié 500 maisons dans la vallée de Shenandoah, en Virginie. Ils ont forcé des milliers de personnes à quitter leur terre, des gens qui y vivaient depuis des générations. Pour faire place à la nature, disait-il, aujourd'hui on appelle ça une réserve naturelle. En 1999, une équipe de bûcherons dans le nord-ouest du Pacifique a reçu l'ordre, je cite, de tirer, d'enterrer et de se taire après avoir trouvé quelque chose qui marchait sur deux jambes et ressemblait à un homme, mais pas tout à fait à un homme. Aujourd'hui, on parle de mythe. Nous pensons que les bois sont vides. Nous supposons que si quelque chose d'aussi grand que Sasquatch existait, on aurait déjà trouvé un corps. Nous faisons comme si la découverte était certaine. Mais si la raison pour laquelle nous n'avons pas encore de corps officiellement reconnu, c'est que quelque chose d'autre nous cache la vérité, et ce quelque chose d'autre, eh bien, disons simplement qu'ils n'ont pas besoin de faire taire les témoins ou de faire disparaître les agitateurs. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent simplement acheter le terrain sur lequel se tiennent les témoins. On nous apprend que les terres publiques nous appartiennent. C'est un droit de naissance. La meilleure idée de l'Amérique. On regarde une carte, on voit les frontières vertes d'un parc national et on a le sentiment que cet endroit nous appartient. Mais la vraie nature sauvage vous apprend vite le contraire. Vous êtes libre d'explorer jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose que vous n'étiez pas censé trouver. C'est là que vous heurtez un mur invisible. Sauf que parfois c'est vraiment un portail cadenassé ou un permis que vous ne pouvez pas obtenir. Ou bien, c'est un homme en uniforme qui vous dit de faire demi-tour et de repartir pour votre propre sécurité. Les gens demandent toujours « Comment une population reproductrice de grands primates pourrait-elle rester cachée aussi longtemps ?» Surtout à l'ère des iPhones, des satellites et des drones. Eh bien les gars, dans une vidéo récente, j'ai dit qu'il était temps de commencer à poser d'autres questions. Donc aujourd'hui, je ne demande pas comment le Sasquatch reste caché. Je demande qui les aide à rester cachés. Et si, pour cacher une espèce, une histoire et une vérité, il ne fallait pas un réseau complexe de conspiration? Et si tout ce dont vous aviez besoin, c'était d'un permis, d'une tronçonneuse et d'un sous-sol? Le triangle du silence. D'habitude, quand les chercheurs sur le Bigfoot approfondissent un sujet, ils analysent les crêtes dermiques sur un moulage d'empreintes. Nous décortiquons l'analyse de la démarche du film Patterson-Gimlin. Nous parlons de l'extraction d'ADN à partir d'échantillons de poils et de tissus. Et nous débattons beaucoup à propos des images et des photos floues, tout en faisant semblant d'être dans la même équipe. Nous essayons de prouver que ces créatures existent en les observant presque exclusivement. Mais comme je l'ai déjà dit, si nous voulons obtenir des résultats différents, ou même des résultats tout court, il est peut-être temps de commencer à poser d'autres questions et à utiliser d'autres méthodes. Alors aujourd'hui, je veux détourner votre attention de la biologie du Bigfoot et plutôt vous inviter à regarder la bureaucratie du Bigfoot. Parce que si ces êtres existent vraiment et si vous suivez cette chaîne depuis longtemps, alors vous savez certainement ce que j'en pense. Non seulement d'après mes recherches, mais aussi d'après mes expériences personnelles. Eh bien, alors, le manque persistant de preuves physiques accablantes, eh bien, ce n'est peut-être pas un mystère biologique après tout. Cela pourrait plutôt être un problème logistique. Si un chasseur abat un cerf, il le ramène chez lui. Si une voiture percute un ours, cela risque de faire la une. Et bonne chance à la voiture. Si un randonneur tombe accidentellement sur une nouvelle espèce de coléoptère, elle sera presque instantanément mentionnée dans une revue scientifique. Alors pourquoi, après des milliers de signalements de Sasquatch, n'avons-nous absolument aucun corps officiellement reconnu? Le sceptique dit que c'est parce qu'ils ne sont pas là. Ils n'existent pas, et les milliers de témoins oculaires se trompent ou mentent. Mais moi je dis, et si c'était parce que quelqu'un nettoie les traces? J'appelle ça le triangle du silence. Il y a 3 institutions majeures qui contrôlent notre relation avec la nature sauvage.
3 entités qui, intentionnellement ou non, agissent de concert pour renforcer une réalité fabriquée, conçue pour vous maintenir dans l'ignorance. Au sommet, sans surprise, nous avons le Smithsonian. Leur rôle est de gérer l'histoire. Ils sont les conservateurs du passé. Et comme vous allez le voir, ils ont décidé il y a longtemps que les géants et les hommes sauvages ne s'intègrent tout simplement pas dans la chronologie. En bas à gauche du triangle, vous avez le service des parcs nationaux. Ils contrôlent la géographie. Ils contrôlent l'accès. Nous avons tendance à penser qu'ils préservent la Terre pour nous, alors qu'en réalité, ils nous en éloignent. Et en bas à droite de notre triangle, nous avons le plus dangereux de tous, l'industrie du bois. Ils contrôlent l'économie, parce qu'on ne peut pas exploiter une forêt si une créature protégée y vit, surtout si elle est en partie humaine. Pour eux, cacher Sasquatch n'est pas une question de sécurité nationale. C'est une question de profit et de perte. Donc aujourd'hui, nous ne racontons pas d'histoire autour du feu de camp. Nous suivons l'argent, les mandats et les cartes. Ensemble, nous allons enlever les panneaux d'interdiction d'entrée et explorer ce qui a été caché derrière eux. Première partie, le Smithsonian et la doctrine Powell. Pour comprendre pourquoi ils cachent la vérité aujourd'hui, il faut savoir pourquoi ils ont commencé à la cacher il y a 150 ans. Revenons à la fin du 19e siècle. L'Ouest américain s'ouvre, la guerre de sécession est terminée, le chemin de fer progresse vers l'Ouest. Les colons affluent dans la vallée de l'Ohio, dans le Wisconsin, dans les recoins reculés et sauvages du continent, et ils creusent. Ils défrichent des terres pour des fermes, ils creusent des fondations pour des villes, et ils trouvent des choses étranges. Le New York Times, 1886, un squelette géant trouvé dans un tumulus funéraire. Wisconsin News, 1912, 18 squelettes de taille énorme trouvés au lac de Lavant. Ils découvraient des tumulus, des milliers d'entre eux. Et à l'intérieur de ces tumulus, selon de nombreux rapports fiables de l'époque, ils trouvaient des squelettes qui n'avaient aucun sens. 2,10 m, 2,40 m et plus encore. Des crânes avec des doubles rangées de dents, des armures en cuivre. Des perles. Maintenant, faites une pause un instant. Pourquoi cela poserait-il problème? Pourquoi le gouvernement se soucierait-il de quelques gros os trouvés dans des champs de maïs? Parce qu'en 1879, le gouvernement des États-Unis était en plein milieu d'une immense guerre idéologique. La destinée manifeste. Le gouvernement avait besoin d'une justification morale pour s'emparer des terres des Amérindiens. Il devait justifier les guerres, les réserves et les massacres. Le récit officiel, celui qui leur permettait de dormir la nuit, était que le pays était habité par des sauvages. Des gens qui, aux yeux du gouvernement du 19e siècle, étaient incapables de civilisation avancée, incapables de métallurgie, et certainement pas les descendants d'une ancienne race perdue de rois. Ce récit, c'est ce que le gouvernement de l'époque appelait la destinée manifeste. Voyez-vous, si vous admettez que l'Amérique du Nord avait une histoire ancienne complexe, avec des géants ou des bâtisseurs de tertres très avancés ou des races qui précédaient les tribus modernes, ce récit qu'ils entretenaient s'effondre. La Terre n'était pas vide. Elle était pleine d'histoires qu'ils ne voulaient tout simplement pas reconnaître. Vous aimez cette vidéo, les gars? J'espère que oui. J'ai mis beaucoup de temps, d'efforts, de recherche et de montage dans ces vidéos. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à Cabin in the Woods, ça voudrait vraiment dire beaucoup pour moi et mon équipe si vous le faisiez. Aussi, si vous aimez ce genre d'analyse approfondie sur la haute étrangeté et les sujets liés à la dissimulation, allez jeter un œil au podcast Close Encounter Club. Si vous aimez mon contenu, vous allez les adorer. Voici le Major John Wesley Powell. Le Major Powell, vétéran de la guerre de sécession, héros américain, le premier homme à descendre le Grand Canyon en radeau. Et il l'a fait avec un seul bras, d'ailleurs. Un homme d'une volonté immense et d'un grand pouvoir politique. En 1879, il est devenu le directeur du tout nouveau bureau d'ethnologie à, vous l'aurez deviné, la Smithsonian Institution. Et Powell avait un problème. L'histoire de l'Amérique du Nord devenait trop compliquée. Trop d'anomalies, trop de géants, trop gênant pour leur récit de la destinée manifeste.
Alors il a créé une politique, la doctrine Powell. Son mandat était simple, standardiser l'histoire du continent. Il a officiellement déclaré que tous les anciens tertres avaient été construits par les descendants directs des tribus amérindiennes modernes. Point final. Et tout ce qui contredisait cela, tout ce qui ressemblait à un géant, un homme sauvage ou une race complètement différente, devait être classé comme une supercherie, une erreur statistique ou un mythe. Tout cela a été discuté dans le rapport annuel du Bureau d'ethnologie envoyé au directeur de la Smithsonian Institution en 1880. Je mettrai le lien en description pour que vous le lisiez vous-même. Mais ce n'est pas tout. En fait, c'est ici que commence vraiment l'aspirateur du Smithsonian. Vous voyez, nous avons des rapports, des dizaines en fait, où un fermier découvre un squelette géant. Le journal local publie un article. La ville est en effervescence. Ils disent « Remarquable, c'est la découverte du siècle. Nous devons ramener cela à Washington pour une étude appropriée. » Ensuite, le Smithsonian arrive, tout ce qui a été trouvé est mis en caisse, chargé dans le train, et on ne le revoit jamais. Et ce genre de choses s'est produit encore et encore. Cela a été documenté. Lorsque des chercheurs posent des questions sur ces caisses, des années plus tard, le Smithsonian affirme qu'elles n'ont jamais existé. Les dossiers ont tout simplement disparu. Les numéros de catalogue sont laissés en blanc, ou ils ont été perdus. Pour moi, cela suggère très clairement que le Smithsonian n'agissait pas comme un musée. Il agissait comme un filtre. Il ne collectait pas l'histoire pour vous la montrer, pour éduquer le public. Il la collectait pour vous la cacher, pour la retirer complètement de la circulation. Mais cela ne s'est pas arrêté aux ossements. Cette politique s'est également étendue à la Terre elle-même. Et cela nous amène à la dissimulation la plus célèbre et peut-être la plus dangereuse de l'histoire américaine, le Grand Canyon. En 1909, la Phoenix Gazette a publié un article en première page qui aurait dû changer le monde. Le titre disait « Exploration dans le Grand Canyon, mystère d'une immense caverne riche révélée au grand jour ». L'article raconte en détail le voyage d'un explorateur nommé J.E. Kincaid. Kincaid était financé par le Smithsonian. Il descendait le fleuve Colorado en radeau lorsqu'il aperçut une entrée de grotte en hauteur sur la paroi du canyon, une entrée qui semblait bien trop symétrique pour avoir été formée par la nature. Alors il a grimpé. Il est entré et, selon son rapport, il n'a pas trouvé de tanière d'ours. Il a trouvé une citadelle. Il décrit un immense complexe souterrain taillé avec la précision de l'ingénierie moderne. Des centaines de pièces s'étendent à partir d'un couloir principal. Il affirme avoir trouvé des momies enveloppées dans un tissu sombre, différent de tout ce que l'on connaît dans la culture amérindienne. Il a trouvé des urnes et des coupes en cuivre et en or. Il a trouvé des hiéroglyphes gravés dans le mur de pierre qui, selon lui, semblaient égyptiens ou peut-être orientaux. Et il a estimé que jusqu'à 50 000 personnes pouvaient vivre confortablement dans ces cavernes. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le Smithsonian, bien sûr, a tout nié. Ils ont nié que Kincaid ait même existé, même si nous avons des archives sur lui. Ils ont nié l'existence de la grotte. Ils l'ont effacée. Mais regarde la carte. Regarde les noms des formations rocheuses dans cette zone précise du canyon. Le temple d'Isis, la tour de Ra, la pyramide de Khéops. Ces noms ont été donnés par les premiers géomètres du gouvernement au XIXe siècle. Pourquoi des cow-boys et des géologues du XIXe siècle auraient-ils donné à ces énormes formations rocheuses des noms égyptiens spécifiques s'il n'y avait aucun lien? Est-ce juste une coïncidence? Ou bien voyaient-ils quelque chose qui leur rappelait le Nil? Et aujourd'hui? Eh bien, essayez simplement d'y aller. Cette zone spécifique du Grand Canyon autour du temple d'Isis est une zone interdite. C'est notoirement difficile d'accès, et de nombreux rapports suggèrent que ce n'est pas seulement le terrain qui rend l'accès difficile. Il y a de nombreux témoignages de randonneurs modernes, des personnes expérimentées et rationnelles, qui affirment avoir été interceptés dans cette même zone. Pas par un garde forestier souriant et amical avec un chapeau marron, mais par des forces de sécurité armées sans aucun insigne.
Des hommes en tenue tactique leur ont ordonné de faire demi-tour immédiatement sous peine d'arrestation fédérale. Nous avons des rapports d'anomalies dans la zone d'exclusion aérienne. Le canyon est bien un espace aérien restreint, mais ces rapports mentionnent des hélicoptères noirs non identifiés, pas des hélicoptères touristiques, du matériel militaire qui apparaît de nulle part lorsque des randonneurs s'approchent trop près de ces grottes spécifiques. Ils planent, ils intimident, ils forcent les gens à reculer. On n'envoie pas un hélicoptère militaire pour protéger quelques stalactites de calcaire. On ne soude pas des barres de fer sur les entrées de grottes simplement pour empêcher les gens de glisser. Ils protègent quelque chose de gênant, quelque chose qui bouleverserait le récit confortable qu'ils préfèrent que nous croyions tous. Vous voyez, le Smithsonian a créé un précédent. Si ça ne correspond pas au récit, enterrez-le. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous vous demandez peut-être quel est le rapport avec le Sasquatch. Eh bien, attendez un peu, parce que j'y viens. Vous voyez, le Smithsonian ne contrôle que les artefacts. Pour contrôler des créatures, pour contrôler des anomalies vivantes et respirantes, il faut contrôler la Terre. Et cela nous amène au deuxième point du triangle du silence. Deuxième partie. Les parcs nationaux, la zone de confinement, la meilleure idée de l'Amérique. C'est comme ça qu'ils appellent les parcs nationaux. Un moyen de préserver la nature vierge pour que toi et moi puissions en profiter. Mais regardons de plus près la réalité des parcs nationaux. Va à Yellowstone. Va dans les Smokies. Où dans ces grands parcs as-tu le droit d'aller? Tu roules sur une route goudronnée. Tu te gares sur un parking désigné. Tu marches sur un sentier balisé. Peut-être que tu campes dans un emplacement numéroté entouré d'autres personnes. Tu n'es pas vraiment dans la nature sauvage. Tu es dans un zoo. La seule différence, c'est que dans ce zoo, ce sont les humains qui sont dans les cages. Nous sommes cantonnés à des itinéraires contrôlés. La vraie nature sauvage, c'est tout ce qui se trouve en dehors de cette fine bande d'asphalte. Quand tu regardes les chiffres, on est limité à moins d'1% de la superficie de ces parcs. Le reste, ce sont des zones reculées. C'est restreint. Il faut un permis. Pourquoi ? Eh bien, c'est le genre de question qui mérite d'être explorée. Pour comprendre les parcs, il faut comprendre comment ils ont été créés. Ce n'étaient pas des terres vides qui attendirent d'être sauvées. Des gens y vivaient. Dans les années 1920 et 1930, lorsque le gouvernement a décidé de créer le parc national de Shenandoah en Virginie et le parc national des Great Smoky Mountains dans le Tennessee, ils n'ont pas simplement tracé des lignes sur une carte. Ils ont déclaré la guerre aux habitants. Ils ont utilisé le droit d'expropriation. Ils ont expulsé de force des milliers de personnes. Rien qu'à Shenandoah, plus de 500 familles ont été chassées de leurs terres. C'étaient des gens qui vivaient dans ces vallées depuis des générations. Des gens de la montagne. Je trouve que c'était un coup bas. Il a menti en disant « Si vous signez sans faire d'histoire, vous n'aurez pas d'ennui ». S'il y avait eu un homme là qui savait ce qu'il sait aujourd'hui, il y serait resté. Il aurait eu Thunder pour l'apaiser, évitant ainsi qu'on me mette dans cette situation avec toutes ces belles paroles. Voyez, si vous signez, la vieille route du moulin est ici, et ils feront de vous un employé. Vous aurez du travail, tout jusqu'à ce qu'ils obtiennent un acte de propriété. Est-ce qu'ils vous ont payé pour l'une de ces maisons ? Mais voici le point vraiment crucial. Ces gens connaissaient cette terre. Ils connaissaient chaque grotte, chaque crête, chaque sentier de gibier. Et ils avaient des histoires. Ils avaient des traditions orales sur l'homme sauvage caché dans les collines. Ils savaient où ne pas aller la nuit. Ils étaient les témoins. Vous voyez, le gouvernement ne voulait pas seulement la terre. Il voulait le silence. Et quand les habitants ont refusé de quitter Shenandoah, le gouvernement a incendié leur maison. Ils ont brûlé la terre pour s'assurer que personne ne puisse revenir. Ils ont remplacé les habitants, ceux qui savaient des choses, qui avaient vu des choses, par des touristes, des gens de passage, des gens qui, comme toi et moi, viennent là pour un week-end, prennent un selfie au belvédère, puis rentrent chez eux. Nous ne voyons rien. Nous ne savons rien. Les yeux sur le sol ont été retirés. La zone de confinement a été établie. Mais cela ne s'est pas seulement produit à la surface. Regardez la grotte de Mammoth dans le Kentucky.
Le parc national se trouve directement au-dessus du plus long système de grottes du monde. On est simplement fasciné par l'énigme. Pour moi, Mamos est le plus grand et le plus fascinant casse-tête car j'ai exploré de nombreuses grottes qui s'arrêtaient toujours alors que celle-ci semble sans fin. Des centaines de kilomètres de tunnels souterrains. Nous savons que le Sasquatch est souvent signalé près des grottes. Nous savons qu'il pourrait utiliser des réseaux souterrains pour se déplacer. C'est une théorie qui explique comment il pourrait éviter les drones thermiques, les pièges photographiques et le mauvais temps. En s'emparant de la Terre, le service des parcs nationaux n'a pas seulement pris une forêt, ils ont mis un verrou fédéral sur la porte du sous-sol de tout le continent. Ils contrôlent les entrées. Ils contrôlent les autoroutes souterraines. Et une petite remarque ici, les gars. Les systèmes de grottes d'Amérique du Nord et leurs liens avec le Sasquatch et d'autres phénomènes étranges sont un sujet que je pourrais explorer dans un prochain épisode, car ce terrier de lapin est très profond. Dites-moi en commentaire si un épisode sur ce sujet vous intéresserait. Et légalement, les parcs sont un véritable trou noir. C'est là le génie du système. Une fois qu'un terrain devient un parc national, il quitte la juridiction de l'État. Il quitte la juridiction du shérif local. Il devient la propriété du département de l'Intérieur. En d'autres termes, si un corps est retrouvé dans un parc national, la police locale n'est pas informée. Ce sont les fédéraux qui le sont. Si un randonneur disparaît dans des circonstances mystérieuses, les dossiers sont fédéraux. Il est illégal de chasser. Il est illégal de collecter des spécimens. Il est illégal de sortir des sentiers sans un permis qu'ils ne vous donneront jamais. Le parc national n'est pas une zone de préservation. C'est une zone de quarantaine. Ça empêche le public d'entrer dans la forêt profonde et ça empêche ceux qui se trouvent dans la forêt profonde d'approcher le public. Mais le gouvernement n'est qu'une bureaucratie. Ils veulent le contrôle. Il y a un autre acteur dans la forêt, un acteur qui ne se soucie pas du contrôle. Ils se soucient de la survie. Et ce sont eux qui ont à la fois l'argent et les armes. Troisième partie. Le secteur de l'exploitation forestière. L'appel. Le Smithsonian cache la vérité pour protéger leur version de l'histoire. Les parcs nationaux cachent la vérité pour garder le contrôle. Mais le secteur de l'exploitation forestière, elle cache la vérité parce que si elle ne le fait pas, elle disparaît. Si tu veux découvrir la vérité, tu dois suivre l'argent. Dans le nord-ouest du Pacifique, le bois est roi. C'est une industrie de plusieurs milliards de dollars. Elle fait vivre des villes entières, des économies entières. Mais en 1973, le gouvernement américain a donné au mouvement écologiste une arme chargée. La loi sur les espèces en voie de disparition, ou ESA. L'industrie a retenu la leçon dans les années 1990. Vous vous souvenez de la chouette tachetée du Nord? Les biologistes ont trouvé ce petit oiseau tacheté dans les forêts profondes de Washington et de l'Oregon. Ils ont prouvé qu'il était en danger. Ils ont prouvé qu'il avait besoin des arbres de forêt anciennes pour survivre. Le résultat? Les tribunaux ont arrêté l'exploitation forestière sur des millions d'acres de terre fédérale. Les scieries ont fermé. Des milliers de bûcherons ont perdu leur emploi. Des villes entières ont fait faillite. Et l'industrie a perdu des milliards de dollars. Tout ça à cause d'un oiseau qui pèse moins d'une livre. D'ailleurs, je soutiens totalement cette décision, pour être clair. Maintenant, faisons les calculs pour le scénario du Sasquatch. Imaginez qu'un bûcheron est en train d'inspecter une parcelle de coupe lorsqu'il aperçoit un groupe de primates humanoïdes bipèdes mesurant 2,40 m. Je ne pense pas qu'ils soient seulement des primates, mais écoutez-moi un instant. Si la découverte de ce bûcheron hypothétique est rendue publique et est reconnue officiellement par la science, que se passe-t-il? Eh bien, je vais vous dire, Sasquatch ne serait pas simplement classé comme une espèce en voie de disparition. Il serait probablement considéré comme un proto-humain, ou au minimum un primate supérieur. Les protections juridiques seraient absolues, tout comme les conséquences pour l'industrie du bois. Nous ne parlons pas ici de sauver quelques arbres pour une petite chouette. Nous parlons d'un arrêt immédiat et permanent de toutes les opérations de coupe de bois dans le nord-ouest Pacifique, la Colombie-Britannique et d'immenses régions du Sud. On ne peut pas exploiter la forêt qui abrite une espèce indigène souveraine. L'industrie du bois cesserait tout simplement du jour au lendemain. Les cours des actions chuteraient à zéro. Les opérations disparaîtraient. Alors, que fait l'industrie? Eh bien, ils font ce que toute entreprise axée sur le profit et le pouvoir ferait.
Ils considèrent la biologie comme un handicap, comme un risque pour leurs bénéfices qu'il faut gérer. Il y a une expression dans l'Ouest rural. Les agriculteurs et éleveurs la connaissent. Les bûcherons la connaissent. Tire en terre et tais-toi. Si tu trouves un animal en voie de disparition sur ton terrain, tu n'appelles pas l'EPA. Parce que si tu appelles l'EPA, ils vont saisir ton terrain. Alors tu tues la créature, tu l'enterres et tu reprends ton travail. Mais avec Sasquatch, le problème va plus loin que quelques ouvriers véreux. J'ai entendu des récits d'hommes ayant travaillé plus de 30 ans dans la forêt profonde. Et une fois que tu dépasses leur hésitation initiale, une fois qu'ils ont bu quelques bières, leurs histoires commencent à toutes se ressembler. Ils parlent de ces équipes de nettoyage. Ils disent que ce ne sont pas les bûcherons ordinaires qui appuient sur la gâchette. Le gars moyen qui manie une tronçonneuse, lui, il veut juste rentrer chez lui retrouver sa famille. Mais ce gars moyen connaît le protocole. Si tu vois ou entends quelque chose, si tu trouves un nid ou aperçois un ours qui marche debout sur deux pattes, tu le signales à la radio. Tu marques le secteur. Tu retires ton équipe. Et ensuite, les spécialistes interviennent. Les témoins décrivent des SUV noirs non identifiés avec des vitres teintées qui empruntent des routes forestières normalement inaccessibles. Ils parlent de contractuels militaires privés, des PMC, des hommes qui semblent tout droit sortis d'une zone de guerre, portant du matériel qui n'est pas destiné à couper des arbres. Ils évoquent des opérations nocturnes, des secteurs de la forêt fermés pour des relevés. Mais la nuit, les habitants rapportent entendre des tirs nourris d'armes automatiques. Ils entendent des hélicoptères de transport lourds aller et venir au-dessus de la cime des arbres. Et puis, il y a des rumeurs concernant les carrières de gravier. Nous avons entendu des rumeurs sur d'anciennes carrières, des ravins profonds et isolés, utilisés comme fosses d'incinération, des endroits où l'on se débarrasse de déchets biologiques, et pas seulement des arbres. Des corps. Si une élimination a lieu, si une entreprise forestière anéantit tout un groupe familial de Sasquatch pour protéger un contrat d'exploitation forestière de 100 millions de dollars, où vont les preuves? Elles vont dans la fosse. Elles sont brûlées. Elles sont ensevelies sous des tonnes de roches. Et le silence, eh bien, il est imposé par la peur. Je suis sûr que si vous êtes arrivé aussi loin dans la vidéo, vous connaissez certaines des histoires racontées par d'anciens gardes forestiers et bûcherons. En général, elles ressemblent à ceci. Un jeune homme commence sa première semaine. Il voit quelque chose d'étrange, des traces bizarres, une structure d'arbre qui n'a aucun sens. Peut-être même un aperçu d'une créature, il est enthousiaste. Il rédige un rapport. Puis son superviseur l'appelle à part. Il lui dit quelque chose comme « Fiston, je t'aime bien. Tu as un avenir ici. Mais si tu écris ça, tu es fou. Et si tu es fou, tu es viré. Et si tu es viré, tu perds ta pension. » Si vous voulez entendre certaines de ces histoires, vous-même, je vous recommande de consulter la chaîne Basecamp Chris et d'écouter le podcast Sasquatch Chronicle. Vous pourriez être surpris du nombre de gardes forestiers et de bûcherons, actuels ou retraités, qui ont partagé leurs expériences étranges. C'est ainsi que l'étouffement fonctionne. Ce n'est pas un complot fondé sur des croyances, c'est un complot lié à l'emploi. Les gens ne parlent pas de ce qu'ils ont vécu parce qu'ils ont un prêt immobilier. Ils ne parlent pas parce qu'ils ne veulent pas être celui qui fait perdre leur emploi à toute une ville. Et quand les preuves deviennent trop importantes pour être enterrées, quand l'infestation est trop indéniable, eh bien c'est là que les choses deviennent très sombres, très rapidement. Je veux que vous regardiez les cartes des incendies de forêt à haute intensité dans l'Ouest au cours des 10 dernières années environ. Maintenant, superposez-les avec des cartes montrant les signalements de forte activité de Sasquatch. Le feu est le stérilisant ultime. Il détruit l'ADN, il détruit les os, il détruit l'habitat. Donc tous les survivants doivent partir, il ne reste plus rien. Combien de fois avons-nous vu un incendie suspect se déclarer dans une zone isolée, inaccessible aux campeurs? La version officielle est presque toujours quelque chose comme la foudre sèche ou des causes inconnues. Mais le feu est un outil plutôt pratique si vous avez besoin d'effacer un problème à grande échelle. Maintenant, avant de me traiter de cinglé paranoïaque, attendez une seconde les gars.
Je ne dis pas que chaque incendie de forêt est une sorte de complot, mais je dis que si vous décidez qu'il faut éliminer une espèce de la carte pour protéger une industrie, eh bien, une allumette coûte bien moins cher qu'un procès. Et je n'invente pas ça non plus. Nous savons que le gouvernement a déjà utilisé le feu à cette fin. Alors peut-être que l'industrie du bois ne fait pas que couper des arbres. Peut-être qu'ils mènent une guerre pour leur propre survie. Et Sasquatch est l'ennemi. Conclusion. On prend du recul. Alors élargissons notre perspective et voyons quelle est la situation dans son ensemble. Vous avez le Smithsonian qui a effacé le passé. Ils nous ont dit que les géants et les hommes sauvages étaient impossibles, et ils ont fait en sorte que toute preuve allant dans le sens contraire soit traitée comme une plaisanterie, et le soit encore aujourd'hui. Vous avez les parcs nationaux qui ont verrouillé le présent. Ils ont pris la terre, éliminé les témoins, et créé une forteresse juridique où toute enquête indépendante est pratiquement impossible. Et vous avez l'industrie du bois qui enterre les preuves. Ce sont les exécutants qui suivent la froide logique de la rentabilité pour détruire tout ce qui menace leur profit. Alors le Smithsonian en fait un mythe. Les parcs les rendent inaccessibles et l'industrie les tue. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas de corps officiellement reconnu. C'est pour ça que les médias ignorent la plupart des témoignages. Ce n'est pas parce que la créature n'existe pas. C'est parce qu'admettre son existence serait trop gênant et coûteux. Peut-être que c'est parce que ce système que nous avons construit, notre histoire, notre gouvernement, notre économie, ne peuvent pas permettre à ces êtres d'exister. Alors peut-être que la dissimulation n'est pas l'œuvre d'une société secrète. C'est peut-être juste le cours des choses. Alors la prochaine fois que vous ferez une randonnée et que vous verrez ce panneau jaune cloué à un arbre, zone interdite, défense d'entrée, propriété du gouvernement. Posez-vous une question. Ce panneau est-il vraiment là pour votre sécurité? Est-ce qu'il est là pour protéger les arbres? Ou est-ce le camouflage le plus efficace jamais inventé? Vous voyez, la forêt n'est pas vide. L'accès y est simplement restreint. Et tant que nous ne le comprendrons pas, nous ne verrons jamais ce qui nous regarde de l'autre côté de la clôture. Alors souvenez-vous, les gars, de prendre du recul parfois et de vous demander si les questions que vous posez n'ont pas été façonnées par ce triangle de suppression pour être les seules questions que vous posez. Eh bien, voilà les gars, des preuves solides que l'on nous ment, non seulement à propos du Sasquatch, mais aussi sur beaucoup d'autres choses, et que l'on nous ment depuis bien plus longtemps que ce que j'avais imaginé, pour ma part. Si vous avez des idées, des réflexions ou des preuves supplémentaires concernant cette vaste et troublante conspiration, j'aimerais beaucoup en entendre parler, soit dans les commentaires, soit par email. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un j'aime, partagez-la et abonnez-vous à Cabane dans les bois. Si vous souhaitez me soutenir davantage dans mes recherches en cours, pensez à vous inscrire sur mon Patreon. Le lien est dans la description ci-dessous. Pour quelques euros par mois, accédez à moi et à du contenu exclusif introuvable ailleurs. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin les gars. J'apprécie chacun d'entre vous et je vous retrouve tous dans la prochaine vidéo.